Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Inventeur et technologie de l'illusion. 1. Une lignée millénaire. Les moteurs de l'invention. Un Minitel ne ressemble guère à un phonographe, ni un ordinateur à une lanterne magique. Et pourtant ces machines ont plus d'un lien entre elles. Mais pour s'en convaincre, il faut les considérer aussi bien dans leur histoire que dans leurs usages. On ignore la plupart du temps la raison de leur invention, et quand on la découvre, on est souvent surpris. Ainsi Graham Bell, Thomas Edison et Charles Cros avaient-ils un compte à régler avec la surdité. Il ne s'agit pas de construire des images d'Épinal sur l'inventeur et sa machine, mais de mettre à jour le moteur profond d'une découverte, le désir profond qui l'anime. Et si un nom ou deux subsistent autour d'une invention, à l'époque de sa genèse, ceux qui cherchent sont nombreux à partager le même rêve. Charles Cros fut ainsi injustement oublié par l'histoire dans le domaine des machines à communiquer, alors qu'il conceptualisa le phonographe après avoir réalisé et mis au point un télégraphe jugé intéressant, et qu'il poursuivait le même but qu'Edison, donner des prothèses à des sourds-muets. Cros était répétiteur à l'Institut des sourds-muets de la rue Saint-Jacques à Paris, et son souhait, rapporté par Alphonse Allais, était que les infirmes puissent porter en bandoulière une boîte munie d'une provision de phrases pour la journée. Célèbre comme photographe, Nadar fut aussi oublié par l'histoire quand il posa le principe d'un daguerréotype acoustique qu'il appelle déjà phonographe. Voir le son est un rêve surréaliste partagé à l'époque par de nombreux chercheurs, Léon Scott ayant le premier réussi à reproduire sur un cylindre enduit de noir de fumée les vibrations d'une membrane devant laquelle on parlait. Les rêves se voient mieux avec le recul. La conquête de l'Ouest en fut un qui donna des ailes au développement du télégraphe. Que la voix traverse l'océan par un câble sous-marin en fut un autre. L'intimité de ces appareils, leur généalogie, les réactions qu'ils suscitent sont donc révélateurs d'une société, de ses rêves, de ses mythes et de ses usages. Il n'est pas question de radicaliser l'opposition entre logique technique et logique d'usager. Les logiques techniques sont également des logiques de société, et elles savent souvent tirer la leçon de l'usage qui est fait de ce qu'elles produisent. Il n'en reste pas moins qu'il y a toujours des profanes par rapport à la technique, impulsés par les inventeurs, les constructeurs, les marchands, les publicitaires qui évoluent dans son champ. Les autres, les usagers n'y entrent pas, ils sont étymologiquement parlant devant le phanome, l'air sacré, ils sont profanes. Le monde de la technique, lui, a sa propre trame et son temple subsiste à travers les âges. On y construit et perfectionne l'illusion. Chaque mise au point est exaltée par l'entourage technicien de l'inventeur qui prophétise les bienfaits à en attendre. Quant aux usagers, ils sont toujours dehors. De multiples liens définissent ce milieu, qui a son mode de perpétuation. Les travaux sur le système technicien s'accordent en effet à reconnaître l'existence de cette trame, dont on montrera la consistance dans les chapitres qui suivent. Plutôt que de se laisser distraire par la diversité et le pittoresque des appareils, mieux vaut garder l'attention braquée sur les principes constitutifs qui, eux, sont relativement constants, y compris dans leurs lacunes. Le rapport olfactif joue un grand rôle dans la consommation, mais la technologie ne sait pas transmettre les odeurs. Il en est de même en ce qui concerne le toucher. Le modèle implicite de l'homme communiquant par la technologie est encore celui d'un homme à deux sens. Sauf erreur, il en manque encore 3. Une histoire ancienne à découvrir. De nombreux travaux contemporains présentent les médias comme un outil spécifique au XXe siècle. L'histoire générale du cinéma, de Georges Sadoulin, qui fait référence, assigne une origine récente au cinéma avec les travaux de Marais, Reynaud et Muybridge. En ce qui concerne les machines sonores, la mémoire s'arrête aux travaux d'Edison, de Branly et de Marconi. C'est une illusion d'optique qu'il est plus que temps de dissiper. La recherche de la reproduction artificielle de la voix, des sons et des images, remonte à la plus haute antiquité. Le lecteur pourrait alors objecter que l'on est en train de tout confondre. Les peintures magdaléniennes, la statuaire, la lanterne magique et la télévision. Qu'il se rassure, le risque est faible, tant jusqu'à présent a prévalu une conception de la genèse des médias radicalement opposée. Pour la plupart des auteurs, c'est un phénomène contemporain, un point c'est tout. Aller plus avant dans la recherche des origines exige un travail considérable et loin d'être achevé.
La construction du corpus des inventions relatives à la reproduction des images et des sons en est à ses débuts. Lorsque j'entrepris mes recherches sur l'histoire des projections lumineuses, je suis pendant 5 ans allé de surprise en surprise. La première était de taille. On avait découvert en 1973 un énorme tas de plaques pour lanternes magiques dans les caves du lycée Saint-Louis à Paris. Nul ne savait plus à quoi elles servaient. Leur déménagement aux archives de Fontainebleau, puis à Rouen, permit d'évaluer qu'il y en avait une 50aine de tonnes. Ces plaques, produites entre 1884 et 1920, étaient pour la plupart conservées dans de solides boîtes en chêne, enveloppées dans un tissu destiné à les protéger des chocs. Il y avait de nombreuses séries identiques. Aujourd'hui qu'elles sont répertoriées, on sait qu'il y a 2000 séries différentes. À mesure qu'avançait l'exploration, comme dans une enquête policière, apparaissaient de nouveaux témoignages, de nouvelles références bibliographiques qui à chaque fois faisaient reculer dans le passé l'apparition de traits de notre culture médiatique actuelle de. Le fondu enchaîné était pratiqué abondamment au XIXe siècle. Robertson utilisait une lanterne glissant sur des rails dans ses fantasmagories. Pendant la Révolution française, les premières plaques animées dataient du début du XVIIIe siècle. Quant au père Kircher, dans l'Ars Magna Lucis et Umbrae, en 1646-4, parlant des projections lumineuses, il affirmait déjà que si l'on dispose de quelques parallélogrammas, on dirait de nos jours diapositives, on peut démontrer ce que l'on veut, eorum quid voluri demonstrare potest. Il connaissait déjà le pouvoir de fascination et de conviction des médias. Il faut, pour pratiquer l'archéologie de l'audiovisuel, se plonger dans le latin, car des textes importants sont écrits dans cette langue. Il faut connaître les habitudes des savants anciens qui jetaient délibérément le lecteur profane dans l'erreur, en lui décrivant des mécanismes en réalité impossibles, alors qu'une lecture seconde permet d'identifier le véritable message. Il faut savoir que les collectionneurs ont conservé, parfois occulté, la majeure partie de ce corpus. Il faut enfin savoir que les bibliothécaires ne s'intéressaient jusqu'à une date récente qu'à l'écrit, qu'il soit manuscrit ou imprimé. Tout cela fait que nous ne disposons que d'une histoire à courte vue. En construire une autre, qui remonte plus loin, comporte un risque, celui de penser en termes d'identité, de rechercher à tout prix la lanterne ou le phonographe jusque dans les âges les plus reculés et de passer à côté de dispositifs qui, bien que fort différents, ont un statut d'ancêtre. Le phonographe compte ainsi dans sa généalogie les automates du XVIIIe siècle et les procédés de sténographie musicale. Il est, à un moment donné, nécessaire de bousculer le sens et les a priori de la généalogie. Mon goût m'incline à suivre cette orientation. L'histoire de la technique ne se réduit pas à mes yeux à une chronique des machines, dont on compare in vitro les agencements et les améliorations successives. Le propos n'est pas ici de faire une histoire des machines audiovisuelles, mais d'y rechercher d'abord, en ce qui concerne les inventeurs, la manifestation constante de la recherche de l'illusion par des simulations toujours plus perfectionnées. Si étendre l'histoire des machines à communiquer suppose qu'on se défasse au préalable de l'idée tenace qu'elles sont filles de l'histoire contemporaine, il serait naïf et risqué de reporter sur des auteurs anciens les catégories et les segmentations technologiques de notre société audiovisuelle. Il est significatif par exemple de constater que le père Kircher situe la lanterne magique dans une panoplie de dispositifs d'illusion très divers, qui ont pour but commun de provoquer la croyance des catéchumènes. Il lui confère, et la Compagnie de Jésus le suivra en cela, une grande importance comme instrument pour la propagation de la foi. L'histoire de ces techniques passe par des domaines mal connus, puisqu'ils se situaient dans le cadre de l'occultisme, que ce soit la magie noire de Cagliostro ou la nécromancie de Benvenuto Cellini. Il faut cependant trouver un fil conducteur, détectable dans les sources, sous peine de construire de fausses cohérences et des filiations illusoires. La citation par un inventeur des auteurs à qui il se réfère est en l'occurrence un guide précieux. C'est celui dont on se servira ici pour démontrer l'existence de la longue continuité, au travers d'une lignée millénaire. Dans cette remontée dans le temps, ne sont mentionnés ici que les inventeurs cités par leurs successeurs et cela jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'exercice devient ensuite de peu d'utilité, car les grandes inventions en matière de communication sont connues de tous. Cela n'exclut cependant pas la nécessité d'une histoire technique contemporaine du domaine de l'électronique.
S'inspirant de l'analyse de filiation que fit Bertrand Gilles pour les mécaniciens de l'Antiquité grecque 5, nous avons retracé dans les 2 pages qui suivent, sous forme graphique, la succession de ces inventions et inventeurs, c'est-à-dire des ensembles techniques qui ont conduit aux machines contemporaines. Le concept d'ensemble technique est emprunté au même Bertrand Gilles qui le définissait comme un ensemble de techniques affluentes dont la combinaison concourt à un acte technique bien défini. Procédés optiques anciens. La littérature consacrée au domaine cite des utilisations très anciennes des jeux optiques, et en particulier des jeux de miroir 6 pour l'illusion et la simulation. Dès l'Antiquité, des savants cetes se sont consacrés à l'étude de la catoptrique, c'est-à-dire de la réflexion des rayons lumineux. L'auteur cité 8 comme référence est Ibn al-Haytham 9. On lui doit un exposé sur la chambre noire ainsi qu'une expérience faite à l'aide d'une toupie coloriée, qui découle de sa connaissance du phénomène de persistance rétinienne. Il observa que quelqu'un qui regarde le soleil, puis ferme les yeux, continue à en voir l'image pendant un long moment. Roger Bacon impressionnera fortement ses successeurs par ses recherches en optique, puisque Kircher 10 rapporte quelques 2 siècles plus tard que le moine avait su montrer sa silhouette à distance à ses élèves grâce à un jeu de miroir. L'ensemble de ces procédés constitue la magie parastatique, qui est l'art de montrer au public des spectacles d'ombre et de lumière au moyen de réflexions et réfractions obtenues par divers procédés. La chambre noire. La chambre noire est l'instrument qui a, pendant des siècles, été le support des recherches sur la simulation et la reproduction. Elle est connue depuis l'Antiquité, en Chine en particulier. Il suffit de percer un trou minuscule dans un coffret, d'y tendre un linge ou un papier translucide pour y voir apparaître renversé le paysage qui se trouve à l'extérieur. Le procédé, on le sait, intéressa Léonard de Vinci qui le décrit ainsi à l'aube du XVIe siècle. Si la face d'un édifice ou d'une place ou une campagne est éclairée par le soleil, et que du côté opposé dans la face d'une habitation qui ne reçoit pas le soleil, on pratique un petit soupirail, tous les objets éclairés enverront leur image par le soupirail et apparaîtront renversés 11. Léonard de Vinci connaît le traité de Vitélion 12. Celui-ci est le premier, selon Kircher, à avoir su transmettre au travers d'un orifice une image de l'extérieur à l'intérieur d'une chambre noire à l'aide d'un miroir cylindre-concave, cylindro-catoptrico-concavo. Léonard de Vinci s'intéresse aussi, dans ses carnets, à la persistance rétinienne et décrit les illusions créées à l'aide de tisons embrasés. Il analyse également l'emploi du verre pour le report des paysages et suggère que l'artiste en place un devant un arbre, le reproduise dessus, et compare ensuite son dessin avec l'image réelle de l'arbre. Et il passe pour avoir inventé le condensateur, bloc optique qui fait converger la source lumineuse sur le point focal. Quant à la première description de la chambre noire, elle est due à Giambattista della Porta qui avait auparavant, en 1550, équipé le dispositif d'une lentille biconvexe pour en accroître la luminosité. L'Allemand Johannes Zahn fait en 1701 une description très fouillée des chambres noires, dont beaucoup sont portables et servent aux peintres pour le report fidèle des paysages. Zahn, de plus, remarque dans son Oculus Artificialis que dans la chambre noire, on voit les oiseaux voler et les hommes aller et venir. Il cherchera alors à faire des projections animées, en construisant des horloges transparentes qui tiendront lieu de plaques à projeter. Sa remarque nous donne une indication très importante. La chambre obscure permet le report fidèle sur le drap de l'observation du paysage, du mouvement, d'autres diront des couleurs aussi. Le résultat de l'illusion à obtenir est ainsi connu dès le départ. La chambre noire se trouve donc à l'origine du défi que les inventeurs mettront 2 siècles à relever. Descartes lit le traité de Della Porta et envisage alors, ce qui est peu connu, de construire des illusions d'optique 14. Mais c'est surtout dans sa description de l'œil animal qu'il utilise le modèle de la chambre noire. Une construction technique sert à mieux comprendre un mécanisme biologique. Mais par un effet retour, ce mécanisme biologique sert de base à une nouvelle construction technique. On ne peut douter non plus, écrit-il, que les images qu'on fait paraître sur un linge blanc dans une chambre obscure ne s'y forment tout de même et pour la même raison qu'au fond de l'œil. Si le trou est nu, il y aura sur le linge quelques images confuses et imparfaites, d'autant plus que celui-là sera plus large. Dans une argumentation très dense,
Descartes montre comment cette analyse du biologique féconde l'élaboration de l'artificiel. Les étapes de son constat sont les suivantes. La taille de l'image dépend de la distance de l'écran au trou, l'image est inversée. Une lentille dont on équipe le trou de la chambre noire permet la mise au point. La distance de mise au point dépend de la distance qui sépare l'écran de la lentille et dépend aussi de la forme de celle-ci. Moins la lentille est courbe, plus la distance de mise au point est grande. À terme, il a construit un œil artificiel, et cet œil artificiel n'est autre chose qu'une salle de projection. On possède ainsi le passage explicite de l'organe biologique à l'objet technique que constitue la chambre noire munie d'une optique. La lanterne magique. Tout est alors là pour que l'on tente de simuler à la perfection l'image du sténopé-16. L'effort se poursuivra jusqu'à l'invention du cinéma, quelques 200 ans plus tard. Cette histoire est racontée par le menu dans Mémoire de l'ombre et du son 17. Aussi ne retiendra-t-on ici que quelques éléments saillants. Un Danois, du nom de Walgensten, joue vers 1650 un rôle dont on découvre actuellement l'importance 18. Contemporain des pères Kircher et Millet de Chasles, il organise à Lyon et à Rome des séances de lanternes magiques. D'après Kircher, on lui doit l'idée de mettre sur une même plaque de verre plusieurs images. Walgensten serait donc à l'origine des longues plaques qui ont été largement utilisées pendant les siècles suivants. Mais Athanas Kircher est le personnage central de toute cette période, car sa codification de la lanterne magique est complète 19. Il connaît bien tous les dispositifs optiques, la chambre noire en particulier. Son dessein explicite est d'y substituer la lumière artificielle à celle du soleil, et de créer l'illusion en cachant la source de l'artifice. L'iconographie, confère page 31, montre une lanterne dissimulée dans la paroi d'un lieu sacré, ce qui permet d'y faire apparaître Dieu, les saints ou la mort. La monstration a ici force de démonstration, ce qui permet à Kircher d'affirmer que si l'on dispose de quelques plaques, on peut démontrer ce que l'on veut. Ce qui n'empêche pas à la même époque, les savants de se méfier de ce qu'on voit dans les lunettes, car on ne peut le toucher. Galilée en fit, comme on le sait, la cruelle expérience. Dès lors, la recherche de l'illusion visuelle ne fera que s'accélérer. Au XVIIIe siècle, l'abbé Nollet, qui fut le précepteur de Louis XV, perfectionne le procédé de Kircher et nous rapporte deux inventions. L'une est celle d'un Allemand, Lieberkühn, qui recourt à la lumière du soleil pour éclairer une lanterne dans laquelle il montre, au lieu de plaques peintes, des préparations de laboratoire qui se trouvent considérablement agrandies. On voit ainsi, paraît-il, les puces grosses comme des moutons. L'autre invention est due à un Hollandais, du nom de Van Musschenbroek, qui montre aux savants vers 1725, des plaques animées. Une petite manivelle permet de mouvoir, par poulie interposée, une petite plaque de verre sur laquelle sont peintes les ailes d'un moulin, dont la tour est représentée sur une autre. S'ouvre alors une période féconde pour la projection lumineuse. La fin du XVIIIe siècle, avant et pendant la Révolution. Le précepteur de celui qui aurait pu être Louis XVII, le comte de Parois, convainc la reine Marie-Antoinette d'utiliser pour le dauphin la pédagogie des projections lumineuses. Le projet ne sera pas mené à terme, on s'en doute, mais sera repris quelques 100 ans plus tard 20. Dans l'histoire des projections, courant scientifique 21 et courant illusionniste 22 vont de pair. Un maître en l'espèce est Gaspard-Étienne Robert, dit Robertson. Personnage étrange, sur la vie duquel on commence à voir clair. Cet instituteur belge au nom anglicisé défraya la chronique en installant à Paris, au théâtre de l'Échiquier, un spectacle de fantasmagorie. On aimait alors les spectacles qui font peur. Robertson fut un jour impressionné par celui qu'il avait vu chez un artiste que l'on a oublié, Philidor 23. Il en revint subjugué, et monta un ensemble d'artifices dont un des plus importants fut une lanterne sur chariot. Il s'agissait en fait d'un dispositif voisin du travelling. Cela permettait, en faisant reculer rapidement la machine derrière l'écran, d'agrandir soudainement le spectre projeté. Robertson marqua profondément les esprits, et il est considéré par beaucoup comme un des vrais précurseurs du cinéma. Vers 1880, deux innovateurs diligents, Alfred Molteni et Stanislas Meunier, tentèrent de forcer la lanterne à projeter des séquences d'images animées. Molteni fabriqua ainsi des appareils qui avaient jusqu'à 5 objectifs superposés. On espérait alors représenter, par des fondus enchaînés successifs, des tableaux animés.
Mais la tâche était par trop complexe pour un rendement ridicule. Monsieur Cinéma n'était pas loin et interdit à jamais à la lanterne de sortir du rôle de passe-vue qu'elle occupe encore. La photographie. Jusqu'en 1875, on recourt à la plaque peinte pour représenter le sténopé, et il faudra en fait 3/4 de siècle pour que l'invention de Niepce et la technologie de la projection se rejoignent. Ce n'est qu'à cette date que l'on met au point le report de photographie sur verre. Le procédé connaît dans les 10 années qui suivent un grand essor pour la diffusion des projections lumineuses. Il y a en 1880, 8 éditeurs de plaques à Paris. Le catalogue de l'un d'eux, Molteni, ne contient en 1884 pas moins de 8000 titres. Vers la fin du siècle, Edward Muybridge cherche à enregistrer et à décomposer le mouvement au moyen d'un fusil photographique de son invention. Le rapprochement entre l'armurerie et la photographie est à noter. Il tient sans doute à ce que l'armurerie est une technique qui inclut la visée ainsi que la répétition. Janssen, qui s'intéressa aussi au phonographe, mit au point un revolver photographique plus proche d'un canon par la taille. Marey et Muybridge conçurent tous deux un fusil photographique et mitraillère, l'expression est restée, athlètes et chevaux au galop. Mais l'inventeur de l'instantané est Muybridge. Avant lui, la pose est de rigueur. Il propose alors à Edison d'articuler son système avec le phonographe, pour reconstituer le mouvement d'un sujet et le bruit qu'il fait. On était alors très proche de l'illusion cinématographique. Une constellation d'inventeurs puisant dans la photographie et dans les techniques d'animation étaient alors, eux aussi, à la recherche de la simulation du mouvement. L'Américain Leroy, puis les frères Auguste et Louis Lumière furent les réalisateurs les plus connus des premières caméras et des premières projections. Voir en relief. On ne peut quitter le domaine de la phonographie sans évoquer la stéréoscopie, technique délibérément consacrée à la recherche de l'illusion du relief. La première description de la vision binoculaire se trouve chez Euclide. Le mathématicien grec se demandait pourquoi nous croyons voir avec nos 2 yeux un objet unique. Il pense que c'est dû à la très grande rapidité de parcours et à la simultanéité d'impression des 2 images. Toute une lignée de savants s'intéressa au dispositif, en particulier Giambattista della Porta qui s'attacha à représenter de façon très exacte ce que voit chaque œil. Le physicien anglais Wheatstone, connu aussi pour ses travaux sur le télégraphe électrique, inventa le stéréoscope qu'il présenta en Angleterre en 1838. L'appareil fut perfectionné par Sir David Brewster, inventeur par ailleurs du kaléidoscope. Le procédé ne rencontra pas de succès outre-Manche et Brewster vint en France le présenter à diverses personnalités qui eurent un rôle important dans l'histoire des projections lumineuses, MM. Soleil, Dubosc et l'abbé Moignot. Ce dernier décida de faire connaître l'appareil à ses savants collègues, mais alla de déboire en déboire. Il le montra en premier à Arago qui, atteint de diplopie, voyait double et était par conséquent insensible au charme de l'appareil. L'abbé consulta ensuite un autre membre de la section de physique de l'Institut, un dénommé Félix Savart qui lui était borgne. Becquerel, consulté ensuite, était atteint de la même infirmité. L'abbé Moignot se rendit ensuite au Conservatoire national des arts et métiers pour présenter l'appareil à un certain monsieur Pouillet, qui lui, était atteint de strabisme. Le professeur Biot, du Collège de France, refusa ensuite d'admettre l'existence du procédé. Sa cécité, toute intellectuelle cette fois-ci, était nécessaire à sa théorie de la vision, incompatible avec le procédé 24. C'est finalement, au terme de cette course d'obstacles, le physicien Regnault qui fut charmé des effets du stéréoscope et en fut le grand défenseur. La recherche de l'animation. La recherche de l'animation des images s'étend à peu près sur un millénaire, c'est-à-dire le temps qui sépare Alhaitham de Louis Lumière. L'observation de départ est celle de la persistance rétinienne, dont on suppose d'abord l'existence, que l'on démontre ensuite, avec laquelle on joue enfin. Le feu s'exerce sur les couleurs et sur les représentations picturales, tant qu'on n'a pas l'idée de la représentation photographique. La jonction est d'ailleurs tardive et se fait, comme on l'a vu, grâce à Muybridge. Le tison enflammé et la toupie lumineuse sont les premiers dispositifs d'animation. Aristote aussi bien que Léonard de Vinci
se sont émerveillés de l'illusion de cercles lumineux que l'on crée en faisant tourner rapidement une branche embrasée. Il en est de même pour la toupie coloriée, attribuée à Al-Haytham, qui conduisit à la roue de Newton. On s'en tenait au constat, jusqu'à ce que le physicien anglais fournisse une hypothèse sur la persistance rétinienne et conçoive, pour la tester, une roue comprenant sur ses différents segments les couleurs de l'arc-en-ciel. À grande vitesse, le spectateur voit un disque uniformément blanc. Le chevalier Darcy mesure le premier au XVIIIe siècle la persistance rétinienne. Il détermine le temps de rotation nécessaire pour qu'un charbon ardent qui tourne sur une roue dans l'obscurité donne l'illusion d'un cercle lumineux. Il fixe la durée de la persistance rétinienne à 13 centièmes de seconde. Le physicien liégeois Joseph Plateau met au point à la même époque un procédé similaire dont il tire un jouet, le phénakistiscope. De 1822 à 1895, une dizaine de dispositifs procéderont de cette volonté de simuler de mieux en mieux le mouvement. Différentes machines apparaissent, fondées sur le principe de la roue de Faraday. Un cylindre muni de fentes tourne autour d'un axe et en regardant au travers des fentes, on voit s'animer les figurines qui en tapissent l'intérieur. Le procédé est ensuite combiné, en 1880, avec celui de la projection. C'est le praxinoscope de Raynaud. Raynaud conçoit aussi la même année son théâtre optique. L'originalité réside dans l'utilisation d'une bande continue de longueur variable, sur laquelle figurent des personnages aux mouvements décomposés. C'est une invention déterminante. En effet, le tambour du zoetrope et les plaques de lanterne magique ne contiennent qu'un nombre fixe d'images. Grâce à Émile Raynaud, ce nombre d'images est désormais variable, et rien n'empêche désormais d'en augmenter considérablement le nombre. De ce point de vue, c'est lui le véritable inventeur du film. E. Muybridge, en 1880, avec ses appareils en batterie pour photographier un cheval au galop. J. Marey, en 1891, avec son fusil photographique. Edison, en 1894, avec le kinétoscope, associe la photographie à l'acquis antérieur. Pour eux, la représentation du mouvement ne relève plus de l'art du dessinateur mais de l'enregistrement photographique. Edison réalise le kinétoscope, qui a un succès de curiosité. La mécanique feuillette rapidement des centaines de photos prises en séquence. Le rendu est analogue à celui d'un film, mais le procédé est pesant. De plus, il n'y a pas de projection possible. Le spectateur doit regarder dans l'appareil. L'Américain Leroy met au point le premier projecteur de cinéma. La première séance a lieu 16 Beacon Street, à New York, le 5 février 1894. Un problème technique subsiste, celui du défilement saccadé de la pellicule pour que l'enregistrement et la vision aient lieu image par image. Par une nuit d'insomnie, Louis Lumière trouve la solution. Il adapte à la caméra le pied de biche d'une machine à coudre et substitue à l'aiguille une griffe qui assure le déplacement intermittent de la pellicule. La Croix de Malte fut adaptée en 1896 au projecteur 25. Il faudrait, dans une histoire générale de l'image lumineuse, parler ensuite des travaux d'Alexeff qui en 1932 propose l'écran à épingle. Une image et ses grisées y sont représentées par des milliers de têtes d'épingles qui préfigurent les pixels, minuscules pastilles lumineuses de nos tubes cathodiques. Il faudrait parler de l'invention de la télévision, de l'évolution du cinéma, du 35 mm, du 70 mm, de l'hypergonard du professeur Chrétien qui permit le cinémascope, et aussi de son concurrent malheureux, Jules Ourdiot, qui mit au point un autre procédé de cinéma hémisphérique. Il faudrait mentionner les modernes géodes qui mettent le spectateur au centre d'un écran sphérique, ne pas oublier le cinéma holographique. On pourrait enfin évoquer les systèmes de télévision à haute définition, européens ou japonais, qui donnent sur le verre lumineux une image d'une beauté saisissante. Il faudrait aussi parler de l'image de synthèse créée par ordinateur qui nous fait évoluer dans un monde de formes imaginaires, parfois très proches du réel, comme les images fractales. On verrait alors que depuis Apollonios de Tyane et Al-Haytham, une lignée d'inventeurs traverse l'histoire. Leur projet est de duper de mieux en mieux le sens de la vue. Tous connaissent les travaux de leurs prédécesseurs, et constituent ainsi une sorte de phylum dont la raison d'être est la technologie de l'illusion. Il en est de même pour la reproduction artificielle de la parole et des sons. Les machines sonores.
Les machines à reproduire la parole sont le fruit, elles aussi, des travaux d'une longue lignée d'inventeurs. Pour bien des applications, elles ont fusionné avec les machines à produire les images. Dans l'histoire des machines sonores, les machines à stocker les sons et à les transmettre à distance, phonographes et téléphones, ont une place particulière. Contrairement à la plupart des instruments de musique, elles sont récentes, et elles sont de nature différente car elles ne créent pas le son mais le conservent, le reproduisent et le transmettent. La proximité de leur jeunesse fait que nous disposons d'informations sur les tâtonnements précédant leur invention, ainsi que sur les réflexions et projets de leurs auteurs. La captation et la reproduction des sons ont constitué un grand moteur de recherche depuis que Rabelais a imaginé le dégel des bruits d'une bataille. Cyrano de Bergerac, quant à lui, dans son histoire comique des États et des empires de la Lune, inventera le Walkman avant la lettre. C'est un livre à la vérité, mais c'est un livre miraculeux qui n'a ni feuillet ni caractère. Enfin, c'est un livre où pour apprendre, les yeux sont inutiles, on n'a besoin que d'oreilles. Quand quelqu'un donc souhaite lire, il bande avec une grande quantité de clés cette machine, puis il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter, et au même moment il sort de cette voix comme de la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent entre les grands lunaires à l'expression du langage. Plus loin, il ajoute « Vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes et morts et vivants qui vous entretiennent d'une voix 26. » Plus prosaïquement et bien avant l'époque de Rabelais et de Cyrano, les prêtres bouddhistes utilisaient des perroquets pour réciter des mantras. La reproduction artificielle de la parole trouve son origine mythique dans la croyance, aussi bien chez Kircher que chez d'Alembert, en l'existence d'une tête d'or très ancienne qui aurait parlé. La longue préhistoire de l'enregistrement du son est pleine d'embûches et de fausses pistes. Le phonotographe de Scott en fut une. Le fait que l'on puisse voir sur un cylindre enduit de noir de fumée les courbes engendrées par le son, avait de quoi fasciner. Mais il était hélas impossible de faire marcher la machine dans l'autre sens, c'est-à-dire de reconstituer le son, puisque la trace inscrite par le stylet n'avait ni épaisseur ni solidité. On n'y pensait d'ailleurs pas, n'imaginant pas que l'aiguille du dispositif pût avoir un rôle de lecture. Autre piège que celui de l'aiguille qui servait à perforer le papier. Le télégraphe fonctionnait en effet selon le principe du tout ou rien. Un trou, un code, pas de trou, rien, alors que la voix est constituée d'une série de modulations qui ne pouvaient être représentées ainsi à l'époque. Charles Cros fut le premier à conceptualiser un autre rôle pour l'aiguille. Inscrire des modulations dans une matière adéquate par une gravure en creux. Edison l'avait découvert empiriquement, en observant que le stylet lisant une bande télégraphique perforée défilant à grande vitesse engendrait une sorte de musique par frottement. Les compétences techniques de Charles Cros étaient reconnues. Il avait mis au point un télégraphe qui lui avait valu des éloges, conçu le principe de la photographie en couleur. Mais il était par ailleurs poète, et surprenait les savants contemporains par la diversité de ses centres d'intérêt 27. Il se fit devancer dans la construction du phonographe par Thomas Edison qui, aidé de son adjoint, Cru, le breveta et en fit la démonstration dès 1877-28. Le phonographe fut le héros de l'exposition universelle qui se tint à Paris en 1889. En France, la commercialisation commença en 1893 avec Lionel, et se poursuivit avec les frères Charles et Émile Pathé qui créèrent leur société en 1896. La Deutsche Grammophon Gesellschaft, fondée en 1898 par Emil Berliner, s'enorgueillissait d'un catalogue qui, en 1901, contenait déjà plus de 5000 enregistrements. Aujourd'hui, on estime à 1 milliard la production annuelle de microsillons dans le monde. La recherche d'un son de plus en plus pur, d'une reproduction toujours plus fidèle de la voix continue de nos jours. La voix, comme l'image, sont maintenant reproduites en informations digitales, lesquelles deviennent le dénominateur commun de leur transcription. Télégraphe et téléphone. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le télégraphe est un ancêtre des machines sonores. Il en est de fait le précurseur, et la plupart des savants qui s'intéressaient à l'époque à l'enregistrement du son, ont préalablement travaillé à son perfectionnement. C'est vrai de Charles Cros, de Théodore Dumoncel, de Graham Bell et de Thomas Edison, qui fut télégraphiste à 11 ans. En 1844,
le télégraphe optique de Chappe desservait en France 29 villes, relayées par 534 stations, ce qui constituait un réseau de 5000 km. L'alphabet Morse, combinaison de points et de traits pour représenter les caractères de l'alphabet, est mis au point en 1843. Chacun rêve alors d'électrifier la transmission télégraphique. Par une sorte de fatalité scientifique, Cros et Dumoncel suivent le même chemin intellectuel. Dumoncel devient un spécialiste incontesté du télégraphe, et en suit pas à pas les progrès. Ingénieur électricien de l'administration des lignes télégraphiques, il invente en 1872 un télégraphe imprimeur ainsi qu'un système de télégraphe sous-marin. Devenu académicien, il est le rapporteur incontournable de tout ce qui a trait au télégraphe. L'enjeu est d'importance et lors de l'exposition universelle de 1867, on envisage d'installer des câbles transatlantiques sous-marins. Le concept de télégraphe sert indiscutablement de base à l'invention du téléphone. C'est Charles Bourseul, polytechnicien, directeur des postes du département du Lot, qui a l'idée de son principe en 1854. Constatant que le télégraphe peut transmettre des signaux en morse, il émet l'hypothèse qu'il peut transmettre les sons constituant la voix. Dumoncel publie son idée en 1857 dans son exposé des applications de l'électricité 29, mais pour une raison inexpliquée, ne donne que les initiales de l'inventeur, Charles B, et n'en dira jamais davantage. Bourseul définit ainsi le téléphone. Imaginez que l'on parle près d'une plaque mobile, assez flexible pour ne perdre aucune des vibrations produites par la voix, que cette plaque établisse et interrompe successivement la communication avec une pile. Vous pouvez ainsi avoir à distance une autre plaque qui exécutera en même temps les mêmes vibrations. Et il conclut : en tout cas, il est impossible de démontrer dans l'état actuel de la science que la transmission électrique des sons est impossible 30. Mais le télégraphe ne travaillant qu'en tout ou rien, la transmission simultanée de la hauteur, du timbre et de l'intensité de la voix est impossible. Charles Bourseul n'est pourtant pas loin de l'invention. Un Allemand, Philipp Reis, reprend le flambeau et construit ce qu'on a appelé le télégraphe chantant, sorte de microphone constitué d'un cône guidant les sons vers une membrane reliée à un interrupteur. Les ondes le font vibrer et à l'autre bout du fil, une aiguille nichée dans une bobine vibre à la même fréquence. Il faut se tourner vers Graham Bell pour arriver à l'invention du téléphone. La famille Bell se consacre à l'éducation des sourds-muets. Graham devient professeur de physique vocale à Boston en 1873 et commence alors ses recherches, à l'instar de Philipp Reis, sur la transmission de la voix par le télégraphe. Il découvre alors l'existence de courants à l'intensité variable qui permettent, contrairement à ceux qui sont utilisés pour le télégraphe, la transmission de phénomènes ondulatoires. Mais les essais sont tâtonnants. C'est à cette époque, nous sommes en 1875, qu'un homme d'affaires très important, Hubbard, vient le trouver pour lui soumettre le cas de sa fille qui est devenue sourde-muette à la suite d'une longue maladie. La malade devient bientôt Madame Bell et dès lors, l'idée qui oriente la recherche devient celle d'une prothèse pour la communication. Bell le dit expressément. « J'ai fait parler les muets, et vous verrez que je saurai donner la parole au fils. » Le 14 février 1876, Graham Bell prend un brevet de principe, dans lequel est décrit le téléphone. La voix fait vibrer une membrane, à laquelle est attachée une pièce métallique placée devant un électroaimant. Les ondes sonores engendrent des variations de courant par induction, qui sont transmises à un récepteur qui fonctionne de la même façon, mais en sens inverse. Le courant arrive dans un électroaimant et crée une aimantation variable qui attire ou rejette une pièce métallique, laquelle fait résonner la membrane. Les machines réversibles. La fin du XIXe siècle est un moment remarquable pour la technologie de la communication. Elle produit en effet des machines totalement réversibles. Peu de temps auparavant d'ailleurs, il en fut de même pour l'électricité. En 1873, Hippolyte Fontaine présenta dans la capitale autrichienne 2 machines dynamo-électriques, l'une pour produire de l'électricité, l'autre de la force. On s'aperçut alors que dynamo et moteur électrique étaient 2 fonctions d'un même appareil, qui dépendaient en fait de l'énergie d'entrée. Était-ce un moteur à gaz qui l'entraînait ? La machine produisait alors du courant. Était-ce l'électricité ? Elle se transformait alors en moteur. Quelques années plus tard, en 1877,
le téléphone était lui aussi conçu comme une machine réversible. Le microphone, que l'on appelait alors téléphone ou encore transmetteur à charbon, pouvait également servir d'écouteur. La même année, le phonographe que présentait Edison avait la même propriété. Il pouvait indifféremment servir à la lecture ou à l'enregistrement. Et ce fut la même chose pour le projecteur de cinéma, dont les frères Lumière s'aperçurent bientôt qu'il pouvait servir de caméra. Il suffisait d'ôter la lampe et de remplacer le film développé par une pellicule vierge. Le XIXe siècle est en effet le grand siècle de la communication, celui qui connut des innovations majeures. Comment voir le son, comment enregistrer le fil de la parole, comment établir des liaisons télégraphiques par-delà les océans, autant de questions qui semblaient auparavant insolubles. Si l'on y songe bien, les câbles sous-marins qui sont installés alors supposent une réflexion aussi puissante que celle qui conduit à installer les mêmes liaisons par la voie de satellite. Double passion. La réflexion sur la Terre, le Soleil et l'espace revient fréquemment dans les œuvres des inventeurs de machines pour la communication. Le Soleil est bien la première source lumineuse, celle à partir de laquelle on imagine des procédés de réfraction, de projection puis de simulation. Ce que nous appelons espace et communication constituent deux domaines indissociables dans le rapport magique que nous entretenons avec le monde. De nombreux savants se sont intéressés à l'un et l'autre, sans percevoir toujours le lien initial qui les réunissait. Le traité d'Al-Haytham Optique Cisaurus, Al-Azmi Arabis, contient déjà un livre traitant des crépuscules et des ascensions des nuages. Léonard de Vinci développe l'usage de la chambre noire et imagine l'avion, qu'invente aussi le père Mersenne un peu plus tard. Icabemus egregium mechanicum qui sibi polistur se volantem machinam facturum, quaachim Constantinopoli musque spatio unius diei volare possi 31. L'auteur de l'harmonie universelle, cherchant à calculer la vitesse du son, démontre en 1625, grâce aux expériences qu'il a faites chez ses amis d'Ormesson à Montmorency, que l'écho ne peut pas répondre par d'autres paroles que celles que l'on prononce. Et il conçoit aussi le télégraphe. Si l'on établit soit des postes de son depuis Rome jusqu'à Paris, l'on pourra avoir d'heure en heure des nouvelles de tout ce qui s'y passe, car le son n'emploie pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.